Bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un mystère qui, enfin à première vue, défie vraiment toute logique financière et rationnelle. Ouais, un vrai casse-tête économique. C'est ça. L'objectif, c'est de comprendre très exactement pourquoi un simple motif de champignon ou un petit coléoptère brodé sur un bout de tissu, ça peut soudainement justifier un prix de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Rien que ça. Exactement. Donc, décortiquons un peu tout ça. Pour mener notre analyse, on s'appuie sur des sources honnêtement fascinantes. D'un côté, on a une présentation visuelle en 12 diapositives qui s'intitule L'alchimie de la mode, Très beau titre. n'est-ce pas? Et de l'autre côté, on a couplé ça avec un document de recherche allemand hyper pointu qui décortique la psychologie de la perception, la neurologie pure et l'esthétique vestimentaire. Et c'est là que ça devient passionnant parce que ça va bien au-delà du vêtement. Ah mais totalement. La promesse pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est de réaliser qu'il ne s'agit pas du tout de simples morceaux de tissu. C'est une plongée dans la façon dont notre cerveau perçoit la valeur, comment il calcule l'effort humain et comment tout ça participe à un jeu de statut social vraiment brillant. Je suis ravie de lancer ce sujet. Et je suis prêt à plonger dedans. C'est vraiment le cœur du problème. Ce qu'on perçoit souvent de l'extérieur comme une simple excentricité de créateur, ça repose en fait sur des mécanismes psychologiques et évolutifs super profonds. On va vraiment analyser le fameux pourquoi derrière ces choix de design de la haute couture. Exactement. Voir comment cette industrie manipule notre perception tactile, exploite notre nostalgie et utilise l'ironie pour créer une valeur perçue littéralement astronomique à partir de trucs d'une banalité absolue. Et d'ailleurs, le point de départ de cette réflexion, la première diapositive de notre dossier visuel, elle illustre parfaitement. C'est une juxtaposition qui est assez saisissante. Le champignon, Le fameux champignon. Donc imaginez la scène. D'un côté, on a un vrai champignon des bois, tout ce qu'il y a de plus organique. Il y a un peu de terre à la base, des imperfections, de la mousse verte. Bref, le sol humide d'une forêt, le banal par excellence. ouais. Et juste à côté, on a la forme exacte de ce même champignon, mais il est entièrement brodé. On parle de fils d'or massifs, de perles nacrées cousues main une à une, le tout sur un velours vert profond. C'est la définition même de la transformation. Et c'est ça l'idée centrale de l'alchimie de la mode. C'est la subversion totale du banal pour créer une nouvelle beauté. Historiquement, l'alchimie, c'était transformer le plomb en or. Le mythe classique. Voilà. Et aujourd'hui, le créateur de mode agit exactement comme un alchimiste. Il prend un motif que notre inconscient associe à la terre, à la décomposition, au rustique, et il le métamorphose avec un artisanat d'une complexité dingue. Le cerveau est tout de suite interpellé par ce décalage cognitif sévère. Un décalage entre la modestie du sujet et la royauté de l'exécution, en fait. C'est ça. Et cette volonté de désorienter l'esprit, elle prend des proportions carrément monumentales quand on passe à la diapositive suivante. Là, on parle de l'échelle architecturale. Le décor du Grand Palais. Surréaliste. Nos sources décrivent une esthétique purement cottagecore. Donc cette idéalisation de la vie rurale, la nostalgie d'une époque plus simple. Oui, très conte de fées. Et au milieu du Grand Palais, ils ont mis des sculptures gigantesques de champignons roses à pois blancs. Ça crée une distorsion d'échelle immédiate. On se croirait dans Alice au Pays des Merveilles, avec des saules pleureurs, une palette monochrome rose tendre, une vraie atmosphère onirique. Ce qui est crucial dans cette scénographie, si on lit le paquet de recherche sur la perception, c'est le contraste formel. C'est-à-dire, Regardez la disposition. D'un côté, il y a cette folie absolue, ce décor fantastique, démesuré, et de l'autre, face à ça, l'audience, le public est disposé de manière très stricte, très classique, en rangée bien droite. ah oui, c'est très géométrique. Ce contraste n'est pas un accident. Ça accentue le décalage. L'institution dit en gros qu'elle connaît les règles de l'élégance classique, mais qu'elle a décidé de les suspendre pour imposer son propre univers. Et la diapositive numéro 3 rajoute une couche poétique à tout ça avec l'environnement sonore. La bande-son est primordiale. Elle est tellement inattendue, nos documents citent les phrases diffusées pendant le défilé, des trucs chuchotés comme, je cite, en anglais, I like simple things, I like blueberries. Donc j'aime les choses simples, j'aime les myrtilles. Ou encore, diamonds and rust, diamants et rouille. Très évocateur. Et cette dernière phrase, I like the idea of mystery, what I really love is intimacy. J'aime l'idée du mystère, ce que j'aime vraiment, c'est l'intimité. Ça crée une poésie de l'intime qui contraste violemment avec les vêtements. Contexte global, on a d'un côté l'opulence matérielle extrême des robes, et de l'autre, cette bande-son délibérément vulnérable.
Ça s'oppose à la richesse visuelle. Ça invite à l'évasion. Exactement. Ça murmure à notre inconscient que le vrai privilège aujourd'hui, c'est plus de montrer sa richesse, mais de pouvoir ressentir de l'intimité, de se cacher de la folie du monde moderne. Ce qui nous amène à la partie 2 de notre analyse sur le paradoxe du luxe contemporain. La diapositive 4 utilise une métaphore visuelle très parlante, une balance. La fameuse balance. Sur le plateau de gauche, une vraie feuille de chêne, avec son gland. Le côté éphémère, organique, le sol de la forêt. Et sur le plateau de droite, la même feuille en version haute couture. Or, perle, exclusivité. Le document de recherche introduit ici le concept de champ de tension magnétique. Ce contraste immédiat, c'est ce qui rend le vêtement intellectuellement saisissant. C'est le concept de la noblesse du profane. Rendre noble ce qui est complètement ordinaire. C'est ça, intégrer un motif non noble dans la sphère sacrée de la haute couture provoque un choc esthétique. Le cerveau essaye constamment de réconcilier ces extrêmes. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que cette tension ouvre la porte à l'humour, à l'ironie esthétique. La diapositive 5 aborde le brise de la vanité, Un excellent concept. n'est-ce pas? Le fait de payer 10 000 € pour une robe et de coller un énorme coléoptère scintillant dessus, ça prouve qu'on ne se prend pas au sérieux. C'est le triomphe du camp. La souveraineté stylistique. Suivre les règles classiques, ça montre qu'on connaît les codes, mais s'en affranchir totalement, ça démontre un statut supérieur. On repense directement à l'héritage d'Elsa Schiaparelli, Ah oui, dans les années 30, avec la fameuse robe homard. voilà, peintre par Salvador Dali. Mettre un gros homard ou des insectes sur des robes de soirée élégantes, ça marchait précisément parce que ça n'avait rien à y faire. C'était une provocation assumée. Et au-delà de la provocation, la diapositive 6 nous montre que c'est aussi une échappatoire émotionnelle. Le processus détaillé dans les textes est super clair. On a un déclencheur visuel, les animaux des bois, les hiboux, les champignons, Oui. et la réaction suit immédiatement. Oui, le cerveau convoque les souvenirs d'enfance, les contes de fées, et le résultat, c'est que le vêtement devient un artefact narratif, le fameux effet cottagecore. Ce que ça fait psychologiquement, c'est que ça dépouille la haute couture de son arrogance. Ça la rend humaine, abordable émotionnellement, même si elle coûte le prix d'une voiture. La nostalgie est utilisée comme un cheval de Troie pour passer nos défenses rationnelles. Mais tout ça s'effondrerait sans une technique irréprochable. Et là, on attaque la troisième partie du dossier visuel, la science et l'anatomie du toucher. La diapositive 7 pose la question fatidique. Pourquoi une fleur cousue surpasse toujours une fleur imprimée? Ce qui est fascinant ici, c'est la réponse neurologique. C'est la rupture de la bidimensionnalité. Un imprimé reste plat, mais une application crée une plasticité physique. Des arêtes lumineuses, des ombres. Exactement. Notre cerveau est câblé pour détecter les arêtes et les ombres portées. Ça stimule le cortex visuel et force le cerveau à classer la surface comme étant plus intéressante et plus précieuse. D'ailleurs, la diapositive 8 compare rapidement les deux avec une matrice de valeurs. C'est très binaire mais très clair. L'imprimé, c'est la 2D, c'est fonctionnel, statique et au toucher, c'est uniforme. Alors que l'application, c'est la 3D. C'est décoratif, artisanal. C'est dynamique grâce aux ombres. Et l'haptique, donc le sens du toucher, est variable avec plein de textures différentes. Et cette idée de l'artisanat nous amène à la diapositive 9 qui aborde le principe de la valeur du travail. L'image oppose une répétition industrielle infinie de coléoptères imprimés à l'application d'un seul coléoptère brodé. C'est un principe psychologique crucial. Quand on répète un motif à l'infini à la machine, la valeur perçue est diluée. C'est-à-dire du papier peint, Même si c'est beau. même si c'est très beau. Mais une application unique, même faite à la machine, semble placée ponctuellement, avec intention. Le vêtement n'est plus un simple produit. Il devient une œuvre curatée. Il y a un point de focalisation clair. Voilà. Le cerveau humain valorise énormément cette attention focalisée. Pour illustrer tout ça concrètement, on passe à la diapositive 10, l'analyse anatomique des textures. C'est une photo magnifique d'une jupe bleue. Elle est ornée d'écureuils en 3D et de feuilles d'automne. Cette image est un cas d'étude parfait. Si on la décortique, on a 3 points majeurs. Premièrement, l'introduction de nouvelles textures, comme le velours et le cuir, qui créent une tension visuelle et haptique. Deuxièmement, la broderie 3D de l'écureuil. C'est ça, qui vient interrompre la silhouette pour capter violemment l'attention. Et troisièmement, le plus important, l'ombre portée des éléments dorés. À chaque mouvement de la personne qui porte la jupe, ces ombres donnent vie au motif. C'est pas juste un dessin plat, ça interagit avec la vraie lumière de la pièce. Absolument. La vraie physique entre en jeu. On arrive doucement vers la fin du dossier.
La partie 4, l'ultime transformation. Diapositive 11, elle retrace visuellement le parcours de l'alchimiste moderne. On part de l'origine, les champignons éphémères, Puis le catalyseur. le velours, les paillettes, les fils d'or, et on arrive à l'œuvre éternelle. C'est ce qu'ils appellent la nobilitation du profane. C'est là que le choc esthétique prend tout son sens. Ça force le spectateur à chercher la beauté dans ce qu'il aurait négligé sur le sol d'une forêt. C'est une démarche très philosophique. Et la toute dernière diapositive, la 12, conclut sur l'idée du monde comme une Wunderkammer, un grand cabinet de curiosité. La synthèse parfaite. La vision finale de la haute couture contemporaine, c'est qu'elle ne cherche plus la perfection formelle pure. Elle cherche la fascination, à travers le contraste intellectuel, le savoir-faire et surtout l'importance de l'haptique. Elle crée une esthétique qui séduit le toucher tout en captivant l'esprit. Donc, pour synthétiser un peu les découvertes de cette exploration, on réalise que la valeur d'un vêtement ne réside pas seulement dans le coût de ses matériaux. Loin de là. Elle réside dans les ombres qu'il projette, dans les souvenirs d'enfance qu'il éveille, et dans cette ironie souveraine d'élever un banal coléoptère au rang d'art éternel. Et le lien avec la vie quotidienne est super direct. Cette psychologie de l'attention et la valeur du travail curaté s'applique partout. Ça nous invite vraiment à repenser la façon dont notre cerveau accorde de la valeur aux objets qui nous entourent tous les jours. Un meuble, un livre, un plat au restaurant. Dès qu'il y a du relief et une intention, le cerveau adore ça. C'est notre biologie qui parle. D'ailleurs, ça m'amène à une dernière réflexion, un truc provocateur qui n'est pas texto dans les documents, mais qui prolonge vraiment notre analyse d'aujourd'hui. Je t'écoute. Si le summum du luxe consiste à élever le banal par un effort humain intense et une maîtrise tactile parfaite, qu'est-ce qui va se passer demain? Je veux dire, quand l'impression 3D ultra avancée et l'intelligence artificielle pourront répliquer instantanément ces textures parfaites et ces ombres complexes, C'est la grande question. si le fameux choc esthétique et le placement curaté peuvent être automatisés sans effort humain, est-ce que la définition même de ce qui est précieux devra muter à nouveau? Je suis convaincu que oui. Le cerveau cherche l'intentionnalité. Si la machine peut tout simuler parfaitement, l'esprit humain ira peut-être chercher la rareté dans le défaut intentionnel, dans la fragilité purement humaine. C'est un changement de paradigme complet pour l'avenir de l'artisanat. Ça laisse de quoi réfléchir pour les prochaines années. En tout cas, c'est ici qu'on clôture ce dossier. Merci beaucoup d'avoir décortiqué cette alchimie avec moi. C'était un plaisir, comme toujours. Et un grand merci à ceux qui nous écoutent. Gardez les yeux et surtout votre sens du toucher grands ouverts face aux objets qui vous entourent. À très vite pour une nouvelle exploration